Et ce soir, notre invité à 18h18, il est en charge des affaires européennes au sein du gouvernement, ancien conseiller Europe d'Emmanuel Macron, fin connaisseur des arcanes de Bruxelles. Bonsoir Clément Beaune. Bonsoir Julien. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va évidemment parler avec vous de la stratégie anti-Covid de l'Europe, c'est important. D'abord, question d'actualité avec le faux pas de Jean Castex qui a réussi, fait inédit, à se mettre à dos sa majorité en missionnant une commission extérieure pour réécrire le fameux article 24 qui fait polémique. C'est une atteinte aux missions du Parlement, lui a dit Richard Ferrand, le président de l'Assemblée. Alors ce soir, Jean Castex fait marche arrière. Est-ce qu'il n'est pas temps de siffler la fin de la partie et de supprimer cet article 24 qui fait tant de bruit? Écoutez, justement, je ne voudrais pas ajouter à une confusion ou une polémique. Il y a une procédure parlementaire qui va se poursuivre. C'est ce qui a été rappelé dans les échanges d'aujourd'hui. Le texte doit encore passer au Sénat, peut-être revenir à l'Assemblée nationale. Et le Premier ministre l'a rappelé cet après-midi, après un échange avec les présidents de chambre, avec un certain nombre de parlementaires. Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, c'est le Parlement, il faut être très clair là-dessus, qui va s'occuper, comme c'est son rôle, sa fonction, de voter la loi, éventuellement de l'amender sur cet article ou sur d'autres dispositions dans les prochaines semaines. Et il faut respecter ce travail parlementaire. Le Premier ministre a clarifié les choses. C'est ce qu'a dit Richard Ferrand au Premier ministre, d'ailleurs. C'est ce qu'a dit Richard Ferrand, et le Premier ministre en est convenu. Je crois qu'il l'a clarifié. S'il y avait besoin, il a écrit un nouveau courrier. Je crois que les correspondances sont maintenant claires et abondantes. Sur l'initiative que le Premier ministre avait prise, il a souhaité qu'il y ait une commission, il en a clarifié le périmètre cet après-midi, qui travaille de manière plus générale, parce qu'on voit bien qu'il y a une sensibilité, une polémique dans la société sur les images, la diffusion des images et l'équilibre entre une nécessité absolue, on l'a encore vu ces derniers jours, d'informer, de filmer parfois, et la protection de l'identité, parfois de la famille, des forces de l'ordre, qui doit aussi être respectée. C'est cet équilibre difficile qu'on recherche sur le fond. Mais c'est vrai qu'on a frôlé la crise institutionnelle, on aurait pu s'en passer, on a envie de dire. Écoutez, on peut toujours se passer d'une difficulté ou d'une crise, mais gouverner, c'est aussi l'affronter. Et donc, c'est comme ça. Il y a eu, je crois qu'il ne faut pas non plus surinterpréter ou surjouer les choses. Il y a eu une journée qui est difficile. Maintenant, on avance. Il faut avancer sur le fond, sur les questions qui se posent à travers cet article 24 et puis la question de la liberté d'information plus généralement. C'est ça qu'il faut préserver sur le fond. Le Parlement fera son travail et il y aura une réflexion plus large à côté. Clément Beaune, je voudrais également vous entendre évidemment sur les violences policières de ces derniers jours. Faut-il, je ne reviens pas sur la vidéo, chacun l'a vu, on en a parlé dans le journal, faut-il remettre en cause la hiérarchie policière selon vous? Je vous pose la question car vous êtes un proche d'Emmanuel Macron. En 2017, le candidat Emmanuel Macron disait: ce que je ne comprends pas, c'est que l'on ne mette pas en cause la hiérarchie policière quand il y a de manière évidente un problème. Nous y sommes et rien ne se passe. Écoutez, d'abord rien ne se passe, c'est pas vrai. Le ministre de l'Intérieur a été très clair dès le jour même où ces images affreuses ont été vues. Et je veux d'ailleurs, si vous me permettez, penser d'abord, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, à la victime de ces faits, de cette action qui a choqué, bouleversé beaucoup de gens, le président de la République lui-même, comme il l'a évoqué. C'est important de parler de la victime, parce qu'on en a peu parlé ces derniers jours, et notamment Gérald Darmanin, qui n'a pas eu un mot pour lui hier sur France 2. C'est pas à moi de commenter, c'est le ministre de l'Intérieur. Puisque vous m'interrogez sur les réactions. Il a été très clair dans son rôle de patron des forces de l'ordre pour expliquer qu'il y aurait d'abord, c'est normal, une investigation précise. Les faits, on les voit sur les images, mais il faut quand même creuser les choses. Tout le monde a droit à une investigation claire et complète. Et le ministre de l'Intérieur a aussi été très clair, c'est la position du gouvernement. Nous serons intraitables. Quand il y a des actes qui manifestement ne sont pas des actes de police, mais des actes de délinquance, qui ont été commis par sans doute des forces de l'ordre sur ces images et dans ce cas précis, il faut les sanctionner. Et cette responsabilité, puisque vous l'évoquez, elle a toujours été notre engagement et notre marque de fabrique et de fermeté. Il n'y aura aucune complaisance vis-à-vis d'un acte isolé et spécifique, mais qui est affreux, condamnable et qui devra l'être. Je vous pose la question du contrôle et de la hiérarchie parce que vous êtes aux affaires européennes. Donc on imagine que vous regardez aussi ce qui se fait à l'étranger. Et en Angleterre, par exemple, le contrôle de la police des polices, l'équivalent de l'IGPN, c'est une commission citoyenne qui s'en occupe. Est-ce que ça ne serait pas une bonne piste de réflexion pour réformer, chez nous en France, le fonctionnement et le contrôle de la police? Vous savez, en France, c'est vrai, c'est un sujet qu'on n'a jamais su traiter de manière complète et apaisée. Et on est toujours dans un moment de réaction à chaud, face à une situation très difficile, où vous n'avez que de mauvais choix, si je puis dire. Tout justifier, ou tout jeter dans le même sac et à la poubelle. Je ne veux pas tomber dans ce travers qui consisterait à dire que c'est la police en général
qui est entaché par cette affaire, que ce serait injuste et ce ne serait pas républicain. En revanche, moi je suis favorable, pas ma fonction directe, mais en tant que citoyen, en tant que responsable politique, je suis favorable à ce qu'on ouvre des pistes pour éviter de se retrouver dans cette impasse et qu'on réfléchisse peut-être à des modalités de contrôle, des modalités de vérification, d'inspection qui soient différentes. Un mouvement politique pour lequel j'ai une sympathie, une proximité, Territoire de Progrès, a fait déjà un certain nombre de propositions sur ces modalités de contrôle. Ce sont des pistes. Ouvrons ce débat, n'ayons pas peur de l'ouvrir, parce que je crois que là aussi, c'est notre marque de fabrique, de ne pas se laisser enfermer dans l'actualité du moment, aussi terrible soit-elle, mais d'avoir une réflexion de fond et ouverte. Merci pour ce message de sincérité. Alors la crise sanitaire, on y vient. D'abord sur les stations de ski, Clément Beaune. Comment se fait-il que l'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord sur une doctrine commune? La France interdit les remontées mécaniques, le Premier ministre l'a rappelé jusqu'à début janvier au moins, mais pas la Suisse ni l'Autriche. Quant à l'Espagne, elle devrait rouvrir les stations puisque ce sont les régions qui décident. Ça veut dire qu'on va faire 30 km de plus si on veut skier et on pourra skier dans un pays étranger, ce qui évidemment a des implications économiques pour l'industrie du ski français. Vous avez raison, mais on est parfois un peu paradoxaux, parce que si je vous avais dit il y a quelques semaines, c'est l'Europe qui va décider pour l'ouverture des stations de ski, tout le monde aurait rigolé. Et vous avez cité d'ailleurs cet exemple. C'est peut-être le cas, voilà. C'est vrai. Donc, mais j'y viens. Dans beaucoup de pays, en Suisse, en Espagne, en Autriche, ce ne sont parfois pas les gouvernements nationaux eux-mêmes. Donc, ce qu'on reproche à l'Europe, d'une certaine façon, on devrait commencer par en faire le reproche aux gouvernements nationaux dans certains pays qui n'ont pas de compétences. C'est comme ça, ils sont organisés comme ça. En Suisse, ce sont les cantons qui décident, par exemple. En Espagne, ce sont les communautés régionales. Bon, néanmoins, ça ne suffit pas de faire ce constat. On a lancé pour la première fois une coordination européenne à l'initiative du président de la République. Au moment où je vous parle, le Premier ministre Jean Castex échange avec le Premier ministre italien. Et d'ores et déjà, si la chancelière Merkel et le ministre-président de Bavière en Allemagne, si le Premier ministre en Italie ont annoncé qu'ils étaient plutôt sur une ligne de fermeture et de fermeté, c'est aussi parce qu'on a initié cette coordination européenne et pour éviter qu'il y ait une concurrence injuste. Donc vous pensez qu'on peut réussir à tordre le bras aux Suisses et aux Autrichiens? Je ne dirais pas tordre le bras. Nous avons eu encore aujourd'hui, là aussi par le Premier ministre, une discussion avec la présidente suisse. J'espère qu'on peut y arriver, mais parfois, encore une fois, ce ne sont pas toujours les gouvernements nationaux qui décident. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos propres mesures au regard des informations sanitaires. C'est ce qu'a commencé à annoncer le président et le Premier ministre cette semaine. Et puis on coordonne pour éviter qu'on ait une situation ubuesque où effectivement d'un côté de la frontière. C'est une distorsion de concurrence d'une certaine manière. C'est une distorsion de concurrence, oui, qui jusque-là ne posait pas de problème puisqu'on n'a jamais été dans cette situation où la crise sanitaire nous imposait ces réflexions. Mais donc on crée en marchant une coordination européenne qui n'existait pas et qui a déjà permis d'aligner nos positions avec l'Allemagne et l'Italie. Ça n'est pas si mal et nous continuons parce que le Premier ministre a à cœur évidemment que les professionnels de ce secteur soient protégés. Clément Beaune, sur les vaccins, là encore, pardon de vous poser la question comme ça, mais pourquoi ne pas avoir harmonisé nos stratégies de vaccination avec nos voisins? Je crois que le défi est absolument colossal. L'Union a précommandé, dites-moi si je me trompe, auprès de 6 différents laboratoires, jusqu'à quasiment 2 milliards de doses, dont 15% sont pour la France. Les chiffres sont bons? Oui, alors là aussi, il faut être juste, si vous me permettez. Vous parlez de la stratégie vaccinale. Commençons par le commencement. Les vaccins eux-mêmes, nous les commandons dans un cadre européen. Ça n'existait pas du tout il y a encore quelques semaines. On a créé une négociation européenne pour avoir des contrats moins chers et surtout pour avoir des contrats qui couvrent toute la population européenne. Imaginez ce que vous me dites pour les stations de ski si on l'avait vécu pour le vaccin. Il y aurait eu le vaccin en Italie et pas en France ou l'inverse, ça n'aurait pas été une très bonne image de l'Europe. Donc on a le vaccin. Vous savez que les Français ont une attente forte là pour le coup sur l'Union européenne parce que c'est vrai que c'est la première grande crise sanitaire que traverse l'Union européenne et on s'attendait à ce que l'Union européenne soit peut-être plus unie pour faire face à cette crise sanitaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il y a des domaines où ça n'a pas bien marché, mal marché, il faut le dire, et puis il y a des domaines où ça a bien marché. Le vaccin est un domaine où ça a bien marché. À l'initiative de la France d'ailleurs, je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, il y a effectivement plus de 1,5 milliard de doses des vaccins des différents laboratoires qui ont trouvé des candidats vaccins sérieux, tous ceux dont on a parlé, Pfizer, Moderna, bientôt j'espère Sanofi et d'autres. On a réservé tous ces vaccins, on les aura vite, c'est une question de semaines, après homologation par une autorité là aussi européenne, parce que il faut avoir les vaccins, mais il faut qu'ils soient sûrs et vérifiés. Et c'est financé d'ailleurs en très large partie par le budget de l'Union européenne. Mais c'est chaque pays qui décidera de sa stratégie pour la vaccination. Justement, nous avons initié maintenant une coordination sur la stratégie elle-même, et nous sommes notamment avec l'Allemagne pour que les deux grands pays européens les plus proches soient le mieux coordonnés possible. C'est ce que fait Olivier Véran et ce que je fais avec lui quasiment tous les jours. Nous sommes coordonnés avec l'Allemagne pour définir les mêmes priorités.
et même public prioritaire. Nous le ferons dans les quelques jours ou semaines qui viennent, nous l'annoncerons, mais là aussi, effectivement, nous cherchons une coordination européenne. Je veux quand même dire, pour être concret, le plus important, c'est néanmoins qu'on ait tous le vaccin. Et on commencera quand la campagne de vaccination en France, pour terminer ? Dès que c'est possible. Et nous, le président a dit fin décembre, début janvier. Le président a donné... C'est demain. Oui, c'est demain, c'est très rapide en tout cas. On a vu qu'il y avait de premiers vaccins qui sont manifestement prêts. Oui. Ils doivent être encore une fois validés par les autorités sanitaires pour être sûr. Et on doit pouvoir être en situation de commencer, effectivement, dans la période des fêtes ou un peu plus tard, en tout début d'année. Mais c'est une question maintenant de semaines, donc c'est imminent. Bien, merci Clément Beaune d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Europe Soir.